Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette dernière édition à la une de l'actualité. Ce soir, Tabali Wolof et Cœur Moumar Noumbé désormais électrifié. C'est la fin donc d'un siècle sans lumière dans ces deux villages. Derrière ce projet, le PUDC qui a investi près de 100 millions de francs CFA. On verra tout cela tout à l'heure. Le focus de ce 23 heures sur la nouvelle politique de confidentialité de Facebook et WhatsApp. Depuis le début de la pandémie, c'est la polémique qui agite la toile selon la CDP. L'enjeu de cette politique est purement commercial. Focus à suivre. Assure également ce soir notre immersion au cœur de la section moto d'intervention rapide. Elle est au centre de la stratégie sécurité de proximité de la brigade des sapeurs-pompiers. Brigade qui monte en puissance avec de nouveaux équipements et concepts, on le verra. Ibrahim Ndong a intégré la section moto des sapeurs-pompiers. Document inédit à suivre absolument. Et puis, ça y est, Joe Biden, le 46e président des États-Unis, a prêté serment ce mercredi au Capitole, une cérémonie d'investiture boycottée par son prédécesseur Donald Trump. Retour sur le film de cette installation, pas comme les autres. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. D'abord, en ouverture de ce journal, le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi, communiqué lu pour vous par Ibrahim Djedjou. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a réuni en visioconférence le Conseil des ministres ce mercredi 20 janvier 2021. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a présenté les condoléances de la nation à la Oumma islamique, à la communauté Khadriya, en particulier suite au rappel à Dieu du calife de Ngouran, Cherna Mamadou Seck. Le président de la République a, dans son intervention, rappelé au gouvernement qu'il a promulgué le 19 janvier 2021 la loi numéro 2021-18 modifiant la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. Au titre de rappel, la modification applicable consacre l'entrée en vigueur d'un troisième régime juridique qui gouverne désormais la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires. En conséquence, le chef de l'État signale que l'état d'urgence n'est plus de vigueur. Toutefois, il précise le déploiement de nouveaux dispositifs de gestion des catastrophes et crises sanitaires avec la mise en œuvre par les membres du gouvernement, les gouverneurs, les préfets, de mesures sécuritaires et sanitaires adaptées. Il s'agit notamment du couvre-feu, de la réglementation des rassemblements, réunions et du port de masques, ainsi que l'organisation des déplacements et du fonctionnement des transports publics et des commerces. Le président de la République demande à ce propos aux membres du gouvernement de veiller, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution stricte des mesures de gestion de la catastrophe sanitaire valables pour un mois renouvelable sur l'étendue des régions de Dakar et Thiès, avec un maintien du couvre-feu de 21h à 5h du matin. Le chef de l'État invite, dans ce contexte, les populations à accentuer la mobilisation communautaire et le respect des mesures barrières en vue de freiner la propagation de la pandémie de Covid-19. Le président de la République demande enfin au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'engager sans délai les activités de sensibilisation et de préparation technique des opérations de vaccination contre la Covid-19 des populations cibles prioritaires. Les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution pour accompagner le déploiement rapide de la stratégie de vaccination. Le chef de l'État demande à ce sujet au ministre de la Santé et de l'Action sociale de poursuivre et finaliser les discussions et les partenariats entamés pour l'établissement d'une plateforme numérique nationale de suivi de la vaccination anti-Covid-19. Poursuivant sa communication, le président de la République a rappelé au Conseil avoir mis en place la couverture maladie universelle CMU en 2014 pour améliorer durablement la situation sanitaire des populations et assurer une performance globale de notre système de santé. Au regard de l'engagement des communautés et des premiers résultats satisfaisants notés, le président de la République demande au gouvernement de renforcer l'organisation, le fonctionnement et le financement durable de la CMU en accentuant le soutien et l'encadrement des mutuelles de santé fonctionnelles dans tous les secteurs de la vie économique et sociale. Le chef de l'État se félicite dans cette dynamique de l'engagement du gouvernement du Japon
a contribué au financement à hauteur de 40 milliards de francs CFA de la deuxième phase du programme Couverture Maladie Universelle que l'État va lancer en 2021 après validation finale de l'évaluation des activités de la phase initiale. Abordant la question liée à la consolidation des dispositifs de promotion de la sécurité de proximité, le chef de l'État invite le ministre de l'Intérieur à consolider avec les ministères, les collectivités territoriales et autres partenaires de l'État les résultats notables de la politique de promotion de la sécurité de proximité et de formation citoyenne des jeunes. Le président de la République, dans cette perspective, informe le Conseil avoir décidé de proroger pour 1 an la durée de service des assistants à la sécurité de proximité ASP de la promotion 2014 en exercice. Le chef de l'État demande enfin au ministre de l'Intérieur d'engager la réflexion sur la pérennisation du modèle des assistants à la sécurité de proximité ASP en envisageant la création d'un corps spécial pour ces personnels. Sur la question liée à la recherche scientifique et au suivi de l'installation du supercalculateur, le président de la République demande au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser les conditions d'installation et d'opérationnalisation du supercalculateur de Diamniadio en mettant en place un mécanisme de gouvernance et d'utilisation par les structures publiques et privées de cet important outil de recherche de dernière génération. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État demande au ministre en charge de l'éducation et de la formation professionnelle d'accélérer la mise en œuvre d'un programme national de modernisation des établissements scolaires publics en accordant une priorité aux anciennes écoles érigées avant l'indépendance et dans les années 60. Le président de la République demande également aux ministres concernés d'engager avec le ministère et les acteurs de l'artisanat des partenariats opérationnels en vue de relancer l'acquisition par l'État et ses démembrements des tables bancs dans le cadre du projet du mobilier national et de la relance de l'économie. Sur la stabilité sociale dans le secteur éducatif, le chef de l'État demande au gouvernement de réfléchir sur des dispositions pratiques permettant le paiement systématique des indemnités liées aux examens et concours. Le président de la République demande notamment aux ministres concernés de poursuivre le dialogue avec les syndicats d'enseignants et d'assurer le suivi effectif des engagements de l'État. Le chef de l'État invite enfin le ministre des Finances et du Budget à relancer les prêts DMC qu'il convient d'intégrer dans un vaste programme de financement du logement pour les enseignants avec le soutien du système bancaire national. Le président de la République a clos sa communication avec son agenda diplomatique. Au titre des communications. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur le démarrage de l'exécution budgétaire 2021. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur la stratégie nationale de vaccination contre la COVID-19. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur la campagne de commercialisation de l'arachide 2021. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a fait une communication sur le plan de relance de la compagnie nationale Air Sénégal et les réformes du secteur des transports aériens. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales a fait une communication sur le plan directeur d'investissement de l'élevage en partenariat avec la Banque africaine de développement BAD. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait une communication sur les projets phares du PSE. Au titre des textes législatifs et réglementaires. L'établissement public de santé de niveau 2 de Kédougou est dénommé Centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou. L'établissement public de santé de niveau 2 de Sédhiou est dénommé Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. L'établissement public de santé de niveau 2 de Kaffrine est dénommé Centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Aboulo, actuaire informaticien, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso,
président de la République du Congo avec résidence à Brazzaville, en remplacement de Mme Batoura Kane. À compter du 1er octobre 2019, M. Mohamed Fadel Nian, matricule de sol numéro 110-035B, est nommé professeur titulaire de classe normale, indice 930-982, premier échelon, spécialité mécanique appliquée à l'Université de Thiès. M. Elhadj Souleymane Diouf, économiste planificateur, matricule de sol numéro 618-841H, précédemment directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'Élevage et des Productions animales, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, en remplacement de M. Aliou Sow, appelé à d'autres fonctions. M. Sambadien Lach, professeur d'enseignement secondaire, titulaire d'un diplôme d'études spécialisées des ESS en gestion des ressources humaines, matricule de solde numéro 620-178B, est nommé inspecteur technique au ministère de l'eau et de l'assainissement. M. Abdoulahat Lo, inspecteur principal du Trésor, matricule de solde numéro 61-515C, précédemment percepteur de Pikine, est nommé trésorier payeur régional de Ziguinchor en remplacement de M. Elhadj Bassirou Gaye, appelé à d'autres fonctions. M. Mam Alassane Diagne, inspecteur principal du Trésor, matricule de solde numéro 611-503I, précédemment trésorier payeur régional de Kolda, est nommé trésorier payeur régional de Diourbel en remplacement de M. Ibra Souleyba, appelé à d'autres fonctions. M. Elhadj Abdoul Aziz Diop, inspecteur principal du Trésor, matricule de solde numéro 616-247F, précédemment percepteur de Mbacké, est nommé trésorier payeur régional de Kolda en remplacement de M. Mamadou Alassane Diagne, appelé à d'autres fonctions. Et enfin, M. Elhadj Bassirou Gaye, inspecteur principal du Trésor, matricule de solde numéro 606-922C, précédemment trésorier payeur régional de Ziguinchor, est nommé trésorier payeur régional de Thiès en remplacement de M. Mamadou Ibrali, appelé à d'autres fonctions. Voilà pour le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 20 janvier 2021. Autre titre ce soir, l'électrification de ces deux villages centenaires qui, après un siècle, découvrent enfin l'électricité. Keur Mamour Noumbé et Tabali Wolof viennent d'être raccordés au réseau du Sénélec. C'est le PUDC qui a financé le projet. Coût de l'investissement, 97 millions de francs CFA. Nous dit Amidou Diop. Le village de Tabakali Wolof a vécu pendant un siècle dans l'obscurité. Aujourd'hui, la lumière a jailli. Grâce au PUDC, les enfants regardent la télévision le soir. Les ruelles sont devenues aussi moins sombres. Ce village est un carrefour. L'endroit est très fréquenté. Dans ce village, les femmes sont courageuses, mais l'électricité faisait défaut. Aujourd'hui, nous remercions le président de la République. Symbole de la fierté ressentie, les habitants ont récité les versets du Saint-Coran pour remercier le bon Dieu. L'électricité était très attendue pour le développement de Tabakali Wolof. Zone bi ñu nekk waxuma la jigéen ñi liggéey amuñu ko woon. Les femmes n'avaient pas d'activité parce que le village n'est pas électrifié. À travers ces installations, le chef de l'État nous a beaucoup aidés. On ne pouvait pas faire grand-chose. Même pour trouver un moulin à mil, on faisait 6 km de marche. Courant na ku ko amul mënoo développer dara. Jigéen ñi soxla woon nañ ay machine wal. mënuñu ko woon am dañ doon jéggaani lu tolloog 6 kilomètres diggante Fass Barigo ak Tabakali. Toujours dans la région de Kaolack, le PUDC est intervenu dans la commune de Ngentekaay, précisément à Keur Mamour Noumbé. Fondé depuis 1934, c'est la première fois que les habitants disposent de l'électricité. Pour acheter de la glace, on faisait des kilomètres. Pour préparer le couscous aussi. C'était difficile, mais heureusement, le PUDC nous a aidés. Ce sont nos enfants qui partaient à la recherche des moulins à mil. Et cette zone est très enclavée. Ce n'était pas prudent. Le soir, à 16h, 18h,
ñu yónni leen yan lañ suñ sunguf si ñuy wallu ji loolu jafe-jafe la te loolu wóorul parce que fii àll la. Au total, le PUDC a mobilisé 97 millions de francs CFA pour électrifier les villages de Tabakali Wolof et de Keur Mamour Ndoumbe. Les retombées sont nombreuses pour les habitants qui, en plus des besoins domestiques, vont créer des activités économiques locales pour générer des revenus supplémentaires. Dans l'actualité également, cette visite du directeur général de la Sonacos à Ziguinchor, Modou Diagne Fada, s'est réjoui des 3900 tonnes de graines déjà collectées. Une occasion pour lui de remobiliser ses hommes pour atteindre l'objectif de 700 tonnes par jour. Abdoulaye Sinkaré avec notre bureau à Ziguinchor. À la Sonacos de Ziguinchor, les camions continuent de décharger les graines. La collecte bat son plein et plus de 3900 tonnes sont déjà engrangées. En visite sur le site, le directeur général de la Sonacos s'en félicite. Nous avons fait 2 semaines de campagne de collecte à Ziguinchor et force est de reconnaître que la situation s'est redressée. L'année dernière, pendant toute la campagne, Ziguinchor n'a récolté que 3900 tonnes. Pendant toute la campagne. Aujourd'hui, à 15 jours de campagne, nous avons 3900 tonnes. Et il reste encore des semaines et des semaines de campagne. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes plus rassurés. Les inquiétudes sont en train de disparaître. Prions pour que le rythme soit maintenu. L'objectif à Ziguinchor, c'est de décharger 700 tonnes par jour et toutes les dispositions ont été prises pour collecter le maximum de graines. Ce que veut l'entreprise, c'est produire beaucoup d'huile d'arachide. Le président Macky Sall, dans le cadre du programme d'action prioritaire 2A, nous a instruit de produire de l'huile d'arachide. Nous a instruit de faire fonctionner les usines. Et l'une des usines de trituration d'arachide se trouve à Ziguinchor. Nous voulons que toutes les graines collectées puissent être transformées en huile d'arachide, raffinées à Dakar ou exportées à l'extérieur du Sénégal. Dans tout le pays, plus de 30 000 tonnes sont déjà collectées, en plus de 10 000 tonnes de graines décortiquées. Ce qui fait plus de 40 000 tonnes et il ne reste pas moins de 2 mois de campagne. La protection des données personnelles sur Facebook et WhatsApp, on en parle ce soir. Les nouvelles conditions d'utilisation de ces réseaux sociaux suscitent des inquiétudes chez les utilisateurs. Depuis le début de l'année, c'est la polémique qui agite la toile. La CDP, Commission de protection des données personnelles, rassure et indique que l'enjeu de cette nouvelle politique de confidentialité est juste commercial. C'est le focus du jour. Il est signé Fanta Badji. C'est la notification que les utilisateurs de Facebook et WhatsApp ont reçue le 4 janvier. Elle informe de la nouvelle politique de confidentialité et des conditions d'utilisation de ces plateformes. On a une application qui s'appelle WhatsApp qui a été rachetée par Facebook. C'est la même manière que Facebook a acheté aussi Instagram et beaucoup d'autres petites applications. Ce qui se passe, c'est que WhatsApp a vendu la sécurité comme étant un élément capital dans son dispositif. L'annonce qui a été faite par Facebook, c'était de voir aussi, faire accepter aux utilisateurs, est-ce qu'ils acceptent en fait la confidentialité, c'est-à-dire prendre leurs données et les lier avec les autres plateformes, ce qui permettrait à Facebook, par exemple, de monétiser, mais surtout de pouvoir faire des publicités ciblées par rapport aux données personnelles. La confidentialité, c'est toute la controverse. Et pourtant, il est connu de tous que pour installer Facebook ou WhatsApp sur son téléphone, certaines informations personnelles doivent être fournies. Parce que personne, je vous dis, ne lit les conditions d'utilisation et de confidentialité. Et même si on finit de les lire, très souvent, cela ne nous empêche pas d'utiliser l'outil. Alors, qu'est-ce que l'utilisateur doit réellement savoir sur ces nouvelles dispositions? La CDP rassure cependant, les enjeux de cette nouvelle politique de confidentialité sont d'ordre commercial. Le changement de conditions concerne en réalité les rapports entre les entreprises et les consommateurs. Mais dans l'utilisation quotidienne de WhatsApp, si c'est pour envoyer des images, des sons ou du texte entre particuliers ou entre particuliers et leur famille, ces conditions n'affectent pas le cryptage de bout en bout de ces messages. La confidentialité reste toujours garantie. Aujourd'hui, c'est la ruée vers Signal et Telegram, mais il faut savoir que la migration vers ces deux applications ne sera pas sans conséquences. En quittant WhatsApp, l'utilisateur sera obligé de faire un autre parcours de combattant. C'est-à-dire tous les contacts qui étaient sur WhatsApp sont obligés d'être aussi sur Telegram ou Signal, si la personne migre. Maintenant,
est-ce que les contacts qui sont sur WhatsApp maîtrisent bien Telegram ou Signal? C'est ça la question. Il y a aussi une chose qui est claire. Sur WhatsApp, on a des statuts, mais les autres n'ont pas encore de statut. Le grand public, quand il est déjà habitué à un outil, à une application, c'est très difficile de les migrer vers une autre application, surtout quand cette application n'est pas assez joviale, n'est pas assez sympa, n'est pas assez fun et n'a pas tout le monde. Et donc, les usages prennent du temps. L'utilisation et l'appropriation d'un outil prend du temps. Le constat est que la grande majorité des utilisateurs se limitent souvent aux usages basiques de ces plateformes numériques. Et c'est là tout le danger. L'initié, c'est que quand on a un outil comme un smartphone, c'est qu'il faut se rendre compte que ce smartphone en sait autant sur nous. Et que tous les outils que nous utilisons, nous les alimentons. Nous les alimentons de notre vie, de notre quotidien. Nous les alimentons de nos informations sensibles. Il faut aussi savoir que la confidentialité, même si elle nous est vendue, elle est très difficile à avoir quand on n'est pas initié. Il est aussi bien de savoir que l'outil informatique, bien qu'il nous sert, il peut nous mettre tout le temps en danger. Les spécialistes du web en appellent toutefois à une maîtrise des outils du numérique avant toute utilisation. L'entrée en vigueur des nouvelles conditions d'utilisation de Facebook et WhatsApp est reportée jusqu'au 15 mai 2021. Les utilisateurs ont jusqu'à cette date pour quitter ou rester sur ces deux plateformes où ils ont sauvegardé beaucoup de données. L'actualité à l'étranger aux États-Unis, ça y est, pour Joe Biden, le 46e président des États-Unis, a prêté serment aujourd'hui au Capitole. Une cérémonie boycottée par son prédécesseur Donald Trump, je vous le disais tout à l'heure, un fait sur lequel Joe Biden ne va pas s'attarder du tout. Il annonce 17 actions présidentielles pour revenir sur des mesures qui avaient été prises par Trump. Le récit de Aminatou Lamarana Diallo et Seydina Lunfal. Je, Joseph Robinette Biden Jr., jure solennellement de remplir avec fidélité la charge de président des États-Unis. C'est une page qui se tourne. Joe Biden, 78 ans, et Kamala Harris, 56 ans, ont prêté serment en tant que président et vice-président des États-Unis. De l'avis de certains spécialistes, ce changement à la tête du pays est particulier. Le vice-président, pour cette fois et pour la première fois dans les annales de l'histoire des États-Unis, le vice-président est une vice-présidente et elle s'appelle Kamala Harris. Et c'est la deuxième fois qu'un Américain qu'on peut considérer comme étant noir accède aux plus hautes fonctions aux États-Unis, Obama étant été le 44e président, Kamala Harris étant la vice-présidente. Donald Trump a refusé d'assister à la cérémonie, une première depuis 150 ans. Qu'il y ait eu des présidents qui n'aient pas voulu assister à la cérémonie d'investiture de leur remplaçant, il y en a. Il y en a 4, il y en a même 5. Joe Biden, le 46e président des États-Unis, compte effacer partiellement le bilan de Donald Trump. Il va engager le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Joe Biden a listé 4 priorités. Je peux vous dire ces 4 priorités telles qu'il les a listées. Faire en sorte qu'il y ait un combat résolu contre le coronavirus. On a dit une Amérique divisée, il faudrait qu'il recolle les morceaux. La situation économique est catastrophique. C'est la situation la plus catastrophique sur les 30 années passées. Et aussi, essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de, si vous voulez, de justice et beaucoup plus de cohésion sociale. Le 4e point étant le fait que résolument Joe Biden voudrait retourner au protocole de Paris sur le climat. L'Afrique espère également des changements de démarche concernant les relations avec les États-Unis. Pour l'Afrique, n'oubliez pas que Biden a été le vice-président de Obama. Alors, et n'oubliez pas que Obama, à part Power Africa, a mis en place l'un des programmes de formation de jeunes Africains les plus ambitieux. Ce programme s'appelle Young African Leadership Initiative. Vous avez le tableau là-bas derrière vous. Ce programme-là vise à former des milliers et des milliers de jeunes
Africains, porteurs de projets, porteurs d'entreprises, porteurs de start-up. Le système des dépouilles sera une nouvelle fois respecté. Tous les grands, ce qu'on appelle les grands commis de l'État, qui étaient là avec Donald Trump, vont pratiquement tous partir. C'est ce qu'on appelle le système des dépouilles. Un président vient avec son équipe, un président part avec son équipe. Dans son premier discours comme nouveau locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden a salué une journée d'espoir pour l'Amérique. La démocratie l'a emporté, a-t-il déclaré. Après avoir prêté serment, justement, Joe Biden a prononcé son premier discours de chef d'État. En voici un extrait. Nous avons toujours surmonté les difficultés. Nous avons toujours été assez nombreux à nous rejoindre, à nous réunir pour aller de l'avant et nous porter en avant. Nous pouvons le faire. À nouveau, l'histoire, la foi, la raison nous montrent ce qu'il faut faire, nous montrent la voie de l'unité. Nous pouvons nous reconnaître non pas en adversaires, mais en voisins. Nous pouvons nous traiter avec dignité, avec respect. Nous pouvons mettre nos ressources et nos forces en commun, arrêter de crier les uns sur les autres pour atteindre l'unité. Sans unité, il ne peut y avoir de paix. Seulement l'amertume, la furie, seulement le chaos et non pas une nation unie. Nous avons cette occasion unique, historique, de nous réunir, puisque l'unité est le moyen d'aller de l'avant. Je vous l'annonçais, c'est officiel, Joe Biden est le 46e président des États-Unis. À 29 ans déjà, il était sénateur, le plus jeune de son époque. Sa vie personnelle est marquée par plusieurs événements douloureux et sa carrière politique l'a conduit à la Maison-Blanche. Biden accède à la magistrature suprême dans un contexte de pandémie. Qui est donc Joe Biden? L'homme politique, mais aussi l'espoir de réconcilier toute une nation. Portrait d'Aminatou Lamarana Diallo et Abibou Mbaye. Il est le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Il accède au pouvoir à 78 ans. Et ce n'est pas l'âge qui marque le plus chez ce septuagénaire, mais sa sagesse. Sagesse face aux événements malheureux qui ont jalonné sa vie, avec la mort de sa femme et de son enfant. Et plus tard, son fils Beau. Même son investiture aura marqué sa vie. Dans un contexte de pandémie de Covid-19, et l'attaque du Capitole barricadé et protégé par des milliers de soldats américains suite à l'assaut des partisans de son prédécesseur qui a boudé son investiture. Joe Biden, c'est aussi 37 ans de carrière politique avec 2 tentatives manquées d'accéder à la Maison-Blanche en 1988 et en 2008. Seule consolation, la vice-présidence pendant les 8 années de règne d'Obama. Joe Biden vient ainsi d'être élu le 7 novembre pour 4 années dans un contexte où l'Amérique est plus que jamais divisée. Il aura la lourde responsabilité de recoller les morceaux de cette Amérique en lambeaux durant les 4 années républicaines sous Trump. Joe Biden va vite s'atteler à la tâche pour réparer les erreurs commises par son prédécesseur. Parmi ces défis, le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, la réforme de l'immigration, l'arrêt de la poursuite des travaux du mur à la frontière mexicaine, entre autres. Joe Biden, c'est aussi une confiance aux femmes, une première dans l'histoire américaine, une vice-présidence incarnée par Kamala Harris, d'origine indienne, une femme afro-asio-américaine, incarnation du choix de la minorité et de la diversité du peuple américain par Joe Biden, 46e président des États-Unis. Les États-Unis réintègrent donc l'accord de Paris sur le climat 77 jours après leur sortie fracassante sous Trump. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche rectifie donc son prédécesseur et signe le retour des États-Unis dans cet accord. Moussa Mané. Donald Trump en est sorti. Joe Biden a promis d'y revenir au premier jour de la nouvelle administration et pour agir. Pour réintégrer l'accord de Paris, Washington va devoir informer la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Dans les 100 jours de son mandat, Joe Biden a promis de convoquer un sommet pour convaincre les grands émetteurs de prendre des engagements supplémentaires sur leurs objectifs et d'adopter l'amendement de Kigali au protocole de Montréal pour donner un nouvel élan à la lutte contre les hydrocarbures, un gaz à effet de serre puissant.
Revenir dans l'accord de Paris, c'est aussi prendre la promesse de réduire de 26 à 28% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 par rapport à 2005. Réintégrer son pays, c'est aussi endosser un rôle de leader dans l'action climatique. Les États-Unis sont en effet l'un des principaux participants au budget du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il finance aussi le Fonds vert destiné à soutenir les projets des pays en développement pour réduire les émissions et pour s'adapter aux évolutions du climat. Au-delà du retrait de l'accord de Paris, l'administration Trump a réalisé de nombreux changements relatifs aux politiques du pays en matière de climat et d'environnement, signant de multitudes de décrets présidentiels. En utilisant les mêmes outils que son prédécesseur, Joe Biden pourrait arriver à détricoter les décisions prises par ce dernier. Les experts ont dressé une liste de 159 mesures relatives au climat, décidées par Donald Trump qui diminue les protections environnementales. En août dernier, ils ont rédigé un plan de 65 pages qui expose la manière dont Joe Biden peut rétablir les mesures réduites ou supprimées par son prédécesseur. Les chercheurs appellent notamment à rétablir le décret consultatif de la science du climat, dissous en 2017, un dispositif gouvernemental destiné à aider le président à prendre des mesures idoines. Les émissions totales de gaz à effet de serre avaient baissé de 10,2% en 2018 par rapport à 2005 aux États-Unis, selon l'inventaire de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Avec la pandémie qui a cloué au sol des avions et réduit les consommations, les émissions de CO2 liées à l'énergie devraient baisser de 11% cette année. Autre promesse de Joe Biden, il y a également la révocation du permis de projet d'oléoduc Keystone XL, évoqué par les chercheurs. En mars 2019, Donald Trump avait accordé un nouveau permis de construire au projet d'oléoduc géant qui doit relier les champs pétrolifères du Canada aux États-Unis. Fermement combattu par les communautés autochtones des territoires qu'il traverse, inquiète des dégâts environnementaux qu'il pourrait causer. Joseph Biden, le 46e président des États-Unis, sera le 45e locataire de la Maison-Blanche parce que le premier président américain, George Washington, ne l'a pas occupé. Cette résidence située sur le Pennsylvania Avenue à Washington, D.C., construite en partie par une main-d'œuvre noire, fut incendiée par les troupes britanniques en 1814. Elle garde toujours son blanc immaculé, ses mythes et ses secrets. Le fantôme de Lincoln rôderait la nuit sur ses jardins. Et oui, White House de John Adams à Joe Biden, c'est une chronique signée Mariao. Le président Harry Truman l'avait appelé la grande prison blanche et Clinton le fleuron du système pénitentiaire américain. Trump l'a qualifié de dump, une décharge, et doté l'abandonner. Quoi qu'il en soit, il abandonnera les lieux, bon gré, mal gré, et devrait méditer cette réflexion d'un de ses prédécesseurs lointains, 30e sur la liste, Calvin Coolidge, pour qui personne n'y habite vraiment, tous ne font que passer. L'adresse la plus connue de l'US Postal est bien la Maison-Blanche, 1600 Pennsylvania Avenue. Le premier à l'avoir occupée a été le deuxième président des USA, John Adams. Pourtant, le projet initial était pour Philadelphie, avant le choix final porté sur Washington. Il est attesté qu'une main-d'œuvre d'esclaves du Maryland et de la Virginie ont creusé les fondations et que des immigrants irlandais, italiens et écossais ont travaillé sur le chantier. Sa couleur, la maison la doit au mélange de chaux, de plomb et de caséine qui recouvre ses murs. Le public peut visiter le manoir présidentiel qui ne livre pas tous ses secrets. Des gens sérieux croient que le fantôme d'Abraham Lincoln vient parfois rôder sous les fenêtres. C'est un labyrinthe de 132 pièces sur 2 niveaux avec green, cinéma, piscine et abri atomique. Au cours de sa vie, la résidence a connu plusieurs liftings, notamment à la suite de son incendie par les tuniques rouges en 1812. 57 ans plus tard, au moment de son départ, le président Lyndon B. Johnson a emporté un service en porcelaine chinoise. Enfin, peut-être madame, qu'est-ce qui manquera au départ de Trump ? Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'investiture du 46e président des États-Unis, Joe Biden. Notre immersion de ce 23h maintenant sur la section moto d'intervention rapide de la brigade des sapeurs-pompiers. Je vous le disais, la sécurité de proximité est au centre de leur stratégie. Leur maître mot,
promptitude et efficacité. Il faut agir vite pour sauver des vies. Ibrahim Ndong, qui a intégré cette section le temps d'une journée, a vécu des interventions pas comme les autres. Vous allez le voir. Il est mal en point. La douleur est encore forte. Mais la victime est en train d'être prise en charge par les éléments de la section moto d'intervention rapide des sapeurs-pompiers. Ils sont les premiers sur les lieux, assurent les premiers soins avant l'arrivée de l'ambulance. L'intervention des moto-ambulances a été vraiment rapide. À peine 5 minutes et ils sont sur les lieux en attendant l'arrivée de l'ambulance. Une fois sur place, les occupants de l'ambulance prennent le relais. Ces binômes de secouristes permettent donc de jouer les premiers rôles en cas d'accident. Le conducteur en tant que tel, c'est un secouriste aguerri. Et l'élément qui se trouve en arrière, c'est un infirmier aussi qui est aguerri. Donc en cas d'alerte, ils sont en mesure d'aller rapidement, malgré les embouteillages, arriver sur site, prodiguer les premiers soins en attendant l'arrivée d'une ambulance. Une stratégie efficace qui permet de gagner du temps, mais aussi de sauver des vies. Groupement santé secours médicaux, 8 heures. À 7 heures de la matinée, c'est la prise de consigne standard. L'équipe sortante fait le bilan de la journée précédente, les problèmes qu'ils ont eus, les problèmes qu'il faut régler, le matériel qu'il faut compléter et les consommations qu'il faut renouveler. Donc il se passe les consignes. Le pilote vient, parle à son collègue pilote, lui explique les difficultés qu'il a eues, les problèmes qu'il y a sur la moto. Une manière de préparer la nouvelle garde est d'être à l'abri de mauvaises surprises. Nous ne voulons pas être surpris, arriver sur le terrain, avoir du matériel qui ne fonctionne pas ou une moto qui tombe en panne en cours d'intervention. Ce qui en dit long sur la rigueur qui gouverne le travail des soldats du feu. Bienvenue au site de recherche des extincteurs. Exactement, là où on recharge les extincteurs à poudre. Bon, les extincteurs à poudre sont destinés à éteindre les feux de type de classe A, les feux de classe B et les feux de classe C. Bon, dans ce fait, nous avons aussi d'autres types d'extincteurs, à savoir les extincteurs à eau, les extincteurs à CO2. Dans la réalisation de ce projet relatif aux moto-ambulances, on note l'implication d'un homme. Le voici, Farassi Regagne, un passionné de moto. C'est des motos qui peuvent contenir tous les matériels que le sapeur-pompier a besoin pour sauver des vies, y compris les extincteurs, les matériaux pour couper. Si, par exemple, s'il y a une voiture accidentée et que les gens sont coincés dedans, il y a d'énormes matériels qui sont dans les coffres qui peuvent écarter les voitures. Et les gars, ils étaient formés, ils peuvent se démolir une voiture en 10 minutes avant que la voiture arrive. Parce que nous tous, on est témoins des ambulances avec les efforts qu'ils font pour accéder au lieu s'il y a accident ou s'il y a feu. J'ai un ami, par exemple, sa maison a pris feu aux Almadies. En 5 minutes, le motard sapeur était déjà là. Il a fait le job avant que la voiture arrive. Donc, avant que l'ambulance arrive. À côté de ce moto d'intervention rapide, il y a aussi ces ambulances médicalisées qui répondent aux standards internationaux. À bord, tout un dispositif. Nous avons un scope multiparamétrique qui nous permet de prendre le trace ECG, le trace électrocardiographique, la saturation et la tension du patient, ainsi que sa fréquence cardiaque. Ça nous permet de surveiller les constantes vitales du malade, le pouls, la tension, la respiratoire, la saturation et le fonctionnement cardiaque, sommairement. En bas, nous avons un aspirateur qui nous permet d'aspirer les patients encombrés. Nous avons une bouteille d'oxygène, il y a un cycle d'oxygène qui sort, qui passe et qui sort là-bas, de manière détendue et de débitmètre, pour l'oxygénage des patients. Nous sommes en période de Covid, de temps en temps, nous avons des patients qui ont besoin d'oxygène. C'est devenu un peu plus fréquent. Par ailleurs, nous avons là un matelas d'immobilisation, communément appelé matelas coquille, pour les polytraumatisés. On utilise ça, et pour les patients qui ont des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Tout cela découle d'une initiative relative à la sécurité de proximité initiée par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers en début 2020. À travers ce concept, ce qui a été fait dans un premier temps, c'est
de rapprocher davantage les secours des populations et surtout pendant les heures de grande circulation. Et comme vous le constatez pratiquement au niveau de certains points caractéristiques de Dakar, pendant les heures de pointe, c'est-à-dire chaque jour, de 6h30 à 9h ou bien dans l'après-midi à partir de 16h30 jusqu'à 21h, les vecteurs de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers et principalement des ambulances et des secours routiers étaient prépositionnés sous des actes. Ceci devait nous permettre, en cas d'intervention, qu'on puisse aller rapidement. Intervenir rapidement pour limiter les dégâts en cas de sinistre. Une réponse aux embouteillages. Sur le terrain, la prudence est de mise. Casquette bien serrée, les secouristes se faufilent entre les véhicules. L'objectif est clair. Rouler le plus vite que possible pour sauver des vies. En sport, parlons du CHAN 2021 avec la deuxième journée du groupe A. Le Cameroun faisait face au Mali. Les Lions indomptables ont été tenus en échec par les Aigles. Le score 1-1. Les temps forts avec Elhadji Thierno Dramé. D'une belle tête décroisée trompe le portier malien. C'est déjà dans la partie. Les Maliens, le Camerounais, Isaka Samake égalise grâce à ce magnifique coup franc, le rang. La Guinée, quant à elle, a réussi sa première sortie hier dans la poule D. Le Sili a dominé la Namibie 3-0 à Limbé. La Guinée occupe du coup la première place de la poule après ce succès. Résumé du match avec Ibrahim Mboup. Quand on prend des libertés dans la relance en pleine surface de réparation, la sanction peut être expéditive. Le gardien namibien et son défenseur l'ont appris à leurs dépens. Petite cause, grands effets. Yankuba Nyanya Bari, qui rôdait tout autour de la surface de réparation, a profité de l'occasion pour marquer le premier but de la Guinée. Une bonne entame pour le Sili national. Dans le temps additionnel de la première période, contre éclair des Guinéens, aux manettes le virevoltant Morlaï Silla, il enroule parfaitement sa frappe côté opposé. Le gardien namibien Edouard Maova a beau se déployer, mais en vain. La Guinée mène par 2-0 à la mi-temps. Dominateur dans le jeu, les Guinéens l'ont été aussi dans l'efficacité. À la 86e minute, Yankuba Nyanya Bari inscrit le 3e but de son équipe et réalise le doublé. Les hommes de l'AP Bangoura rendent une copie presque sans rature. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi soir. Merci de votre fidélité. L'info, je vous le rappelle, continue sur rts.sn et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne nuit et à demain, s'il plaît à Dieu.